Bienvenue sur Proximité Web TV pour ce plateau spécial consacré justement au décryptage, à l'analyse des 100 premiers jours à la tête du Gabon en tant que président élu de Brice Clotaire Oligui Nguema. On parle d'éducation, 100 jours pour l'école, un nouveau cap ou les mêmes défis. Je suis ce matin avec Linérol Privat Bivege Bi-Engeng. Bonjour. Bonjour Luc. Et Daniel Akouma. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais leur laisser le soin de se présenter, bien sûr. Et après, on parlera d'éducation, on abordera certains aspects liés aux infrastructures, liés aux conditions d'apprentissage, liés aux revendications aussi des enseignants. Alors, on commence par Linérol Privat Bivege, excusez-moi, Bi-Engeng. Merci Luc de me prêter en tout cas de me donner cette opportunité sur vos plateaux. Encore, je tiens à féliciter votre initiative de parler des 100 premiers jours du chef de l'État et les réalisations qui ont eu lieu au cours de ces 100 premiers jours. Je suis Linérol Privat Bivege Bi-Engeng. Je suis le président intérimaire de la mutuelle de l'École normale supérieure. Je suis un professeur certifié de philosophie, voilà, et doctorant en sciences politiques à l'Université Omar Bongo, notamment en deuxième année de thèse. Je suis président d'une association de jeunesse, Essor Okano. Et voilà. Alors, Daniel Akouma, vous avez la parole. Je vous remercie, Luc. Je suis Daniel Akouma, enseignant de philosophie à Lambaréné, au lycée Aubin-Georges Mudjekou. À côté de ça, je suis ambassadeur de la jeunesse au PNUD et je tenais à remercier la direction de Proximité Web et toute l'équipe pour la confiance et surtout pour le respect que vous portez à nos personnes en nous ayant invités à ce plateau que j'espère très constructif, autant pour nous que pour la nation. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté l'invitation avec promptitude. Alors, on va passer, l'émission aura deux phases. Une phase qui fera office de bilan. 100 jours, on a au moins la capacité de percevoir, même si on ne peut pas tout faire en 100 jours, on peut se dire qu'il y a quand même un sillon tracé qui nous permet soit d'espérer ou bien sûr de se dire « Ah, ça va être compliqué pour les 7 années ». Alors, 100 jours, déjà, le premier bilan qu'on fera au niveau des infrastructures, est-ce que vous avez constaté en 100 jours des améliorations visibles dans les infrastructures scolaires? En 100 jours, est-ce que nous avons constaté des évolutions des infrastructures? En 100 jours, déjà, on ne construit pas des infrastructures. Il y a, avant l'investiture du président de la République, il y avait des chantiers en cours qui, pour certains, sont arrivés à terme. D'autres continuent d'être... Oh là là, coupez s'il vous plaît. On reprend, excusez-moi. En 100 jours, on ne construit pas d'infrastructure. Il y avait avant son investiture des chantiers qui avaient commencé, qui avaient été engagés. Pour certains, d'autres sont arrivés en terme, d'autres encore en voie d'exécution. Et à ce niveau, nous sommes à peu près à 70-80% du taux de réalisation de ce qui a été engagé pendant la transition. C'est bien, c'est une bonne chose. À gauche, à droite, il y a la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires. Les avancées sont là, mais elles restent tout de même un tout petit peu minimes par rapport à l'attente. D'accord. Alors, Privat Bivege, est-ce que les initiatives prises jusqu'ici permettent de réduire l'un des problèmes qu'on a dans le cadre de l'enseignement au Gabon, c'est les effectifs pléthoriques? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises qui permettent aujourd'hui de se dire que le Gabon est en marche vers un progrès dans ce domaine? Tout naturellement, puisque le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait pris un engagement face au peuple gabonais. Et cet engagement ne se réduit pas qu'à la sphère politique. Il touche bien entendu la sphère éducationnelle. Donc le système éducatif a impacté positivement à travers, comme le disait
mon collègue ici sur le plateau, à travers la réhabilitation des infrastructures existantes. Et il a bien fait d'ailleurs de souligner qu'en 100 jours, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas sortir de terre des infrastructures. Il faut être réaliste. 100 jours, c'est 3 mois et quelques jours ou peut-être une semaine ou deux, ou trop. Donc, en 3 mois, est-ce qu'on peut bâtir, on peut sortir de terre un bâtiment? Je ne pense pas. S'il faut être réaliste pour que ce bâtiment-là puisse avoir des critères d'un bâtiment bien conçu, bien pensé, il faut qu'on ait un peu plus de temps. Donc, il y a la réhabilitation qui se fait ici et là à travers le territoire national. Et dans le Grand Libreville, il y a des établissements qui sont réhabilités. Nous voyons, si on veut revenir par exemple auprès des formateurs que nous sommes, nous pouvons par exemple citer le cas de l'Université des sciences de l'éducation qui, bien avant les 100 jours, avait été engagée. La construction avait été engagée. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à 70% de réalisation. Et vous voyez que ça va désengorger. Parce que pour être bien formé, il faut que le formateur soit d'abord bien formé. Et ce qui est en train d'être fait, c'est de trouver un cadre propice pour mieux former les formateurs. Voilà. D'accord. Est-ce que l'un des pans aussi, on parle toujours des conditions d'apprentissage, l'un des pans, c'est l'accès au manuel scolaire. Est-ce que sur ce cadre, il y a des mesures qui semblent être louables, qui sont louables pour permettre à ce que les enfants puissent avoir facilement accès au manuel scolaire? Pour que les enfants aient facilement accès au manuel scolaire, il faut déjà avoir une idée de la cartographie, de la carte pédagogique du Gabon. En fonction des régions, l'accès au manuel scolaire et à Internet varie. Donc, à ce niveau, si l'on peut constater que dans certaines zones, il y a de l'amélioration, il y a des avancées à ce niveau, dans d'autres, ce n'est absolument pas le cas. Les lycées naissants et réhabilités récemment ont profité de bibliothèques, de salles multimédia, tandis que les anciennes structures n'en ont pas eu. À l'intérieur du pays, parce que j'y travaille, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. L'accès aux livres et à Internet est encore plus difficile. Mais bon, nous espérons que pour l'année qui s'annonce, la tutelle, le gouvernement et les plus hautes autorités prendront les mesures qu'il faut afin que ces inégalités soient comblées. On parle de l'accès du pays. On a quand même aujourd'hui toujours des endroits. J'ai été effectivement il y a quelques semaines dans le Nord et je me suis rendu compte qu'il y a des endroits, des zones où il y a même des établissements scolaires qui n'ont toujours pas d'enseignants. Il y a des établissements scolaires qui n'ont pas d'enseignants et on parle dans certaines zones d'enseignants entre griffes bénévoles qui jusqu'ici on n'arrive pas à régler leurs conditions. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est ce ministère dont il est question, montre des signes quand même d'amélioration sur ce pan? Pour en revenir vraiment aux 100 jours et surtout pour éclairer ceux qui nous regardent, le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère utilisateur. Notre ministère employeur, c'est le ministère de la fonction publique qui, lui, est chargé de régulariser les situations administratives. Le ministère de l'Éducation nationale ne fait que se servir de la main-d'œuvre dont dispose celui de la fonction publique. Au début de la transition, un des premiers actes à caractère social était la régularisation de près de 1200 enseignants par les autorités militaires. J'ai eu la grâce de bénéficier de cela parce qu'après 3 ans sans salaire, j'ai perçu mon premier salaire en septembre 2023. Et donc, à ce moment, on constate qu'il y a des avancées. Ensuite arrive l'épineuse question de la régularisation des situations administratives, des bénévoles. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des dossiers qui sont égarés, il y a beaucoup de lenteur administrative. Ça, il faut aussi l'avouer. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément conscientes que beaucoup de choses ont changé et qu'il va falloir que tout le monde travaille. Et à côté, il y a aussi de la mauvaise foi. Mauvaise foi des uns et des autres.
On était dans une période d'exception qui devait pouvoir emmener les uns et les autres à travailler en priorisant l'intérêt supérieur de la nation. Mais à côté, période d'exception touchant à sa fin, il est maintenant question de régulariser les situations administratives. Et il faut quand même préciser qu'il n'y a pas de bénévoles dans la fonction publique. Quand on travaille, on mérite un salaire. Et ces personnes-là travaillent bénévolement parce que jusqu'à maintenant, l'État n'a pas su s'occuper de leur cas. On espère vraiment, nous espérons que ces situations seront très vite réglées et que ces derniers pourront enfin profiter de la sueur de leur front. Hier, justement, on reste dans le cadre des enseignants. Hier, j'ai pu regarder un communiqué de l'un des syndicats affiliés à la CONACYCED. Et ça commence, on est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas revenir? Voilà, c'est le thème justement de notre émission. Se dire, est-ce qu'on a un nouveau cap ou c'est les mêmes défis? Est-ce qu'on ne va pas revenir vers une année compliquée? Je crois que ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas eu de grève au niveau de l'enseignement. Et quand je vois les communiqués des différents mouvements syndicaux à l'intérieur qui commencent à parler, à revendiquer, les parents se demandent si on ne va pas revenir encore à cette période où 9 mois de cours se résumaient en 4 mois réels d'apprentissage. Privat Bivegé, qu'est-ce que vous en dites? Je vais dire d'entrée du jeu qu'en réalité, les mouvements syndicaux doivent exister pour un état de droit. Un état qui se veut périn, développé, reluisant. Alors, moi, je ne suis pas étonné qu'on ait des mouvements syndicaux qui se réveillent. Moi, j'étais par contre étonné de remarquer que les mouvements syndicaux étaient en sommeil. Endormis, oui. Endormis. Alors, moi, je pense que ces mouvements syndicaux, ces auteurs, ces acteurs ont pris conscience de l'état de droit, de l'état que nous sommes en train de construire. La Ve République a besoin des parties prenantes pour participer à quoi? À la construction de notre État. Et je pense, pour ma part, que pour les enseignants, par exemple, dont il est question ici, qui disent qu'ils sont bénévoles, il faut souligner 2 aspects techniques. Il y a ceux-là qui sont rentrés à la fonction publique et par voie de conséquence à l'éducation nationale par voie de recrutement direct. Oui. Il y a d'autres qui passent comme nous sommes passés par voie de concours. Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Et là, ça crée quoi? Une double procédure pour le corps administratif. Moi, je félicite ces Gabonais, ces vaillants Gabonais qui au quotidien se battent pour que les autres, c'est-à-dire les collègues que nous sommes, nous puissions avoir les lendemains meilleurs. Et je pense, pour ma part, que nous devons être aussi patients. Nous devons être patients parce qu'un État qui sort de ce niveau de précarité sociale a besoin du temps pour être un État développé, pour être construit. Parce que la construction aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il faut aller étape par étape. Et c'est pour cela, je pense pour ma part, que les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, est en train de mettre en œuvre les moyens qui vont permettre à ce que ces Gabonais puissent trouver leur dû et puissent vraiment trouver leur compte. Revenons quand même aux mouvements syndicaux. Vous disiez tout à l'heure que c'est normal, et c'est vrai, c'est normal qu'il y ait des mouvements syndicaux dans le pays, mais est-ce que le fait qu'ils s'exposent sur la place publique n'est pas un signe que le dialogue avec la tutelle est interrompu? Et donc ça veut dire révélateur plutôt d'un problème. Parce qu'avant de faire une déclaration publique, je crois qu'il y a des procédures. On envoie certainement une note à la tutelle pour dire voici ce qu'on revendique. Et c'est quand on observe un silence de la part de la tutelle, c'est d'ailleurs ce qui a été notifié dans leur communication, qu'il y avait un silence de la part de la tutelle, c'est ce qui les a amenés à faire ce point de presse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, 100 jours après, le dialogue entre la tutelle, donc le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère utilisateur, c'est ça? Oui. Et justement, ces mouvements syndicaux est à l'arrêt? Je pense qu'il y a souvent des ruptures de communication entre la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, et les mouvements syndicaux. Sauf que
le ministère de l'Éducation nationale, je vous assure que dans un État, le ministère de l'Éducation nationale et celui, par exemple, de l'enseignement supérieur, ce sont les ministères les plus complexes à gérer. Oui. Pourquoi? Parce que la formation, l'éducation sont les pans de la société qui sont très sensibles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des solutions idoines, adéquates, vraiment des solutions, je dirais quoi, à court terme. Je pense que ces solutions sont à long terme parce que c'est un ministère très complexe à gérer. Et chaque jour, on organise des concours. Chaque jour, il y a un enseignant qui termine sa formation. Alors, chaque jour, il faut régulariser la situation administrative et financière de ces derniers. D'accord. Vraiment, excusez-moi, vraiment pour aller dans le sens, le ministère de l'Éducation nationale ressemble un tout petit peu aux écuries d'Augias. On a l'avantage d'avoir conservé le même ministre avant et après le coup d'État, Oui. ce qui assure une certaine continuité dans le traitement des dossiers parce que il était question, il y a quelques années, d'interruption à chaque fois. Il n'y avait pas une réelle continuité de l'administration. On enlevait Pierre quand Paul arrivait, il estimait que ça avait été mal négocié et donc on reprenait tout à zéro. Oui. Sauf que là, nous avons gardé le même ministre et donc on est plus ou moins certain, je dirais même, que la tutelle est informée des besoins des syndicats. La tutelle est informée des revendications syndicales. Et donc, à ce moment précis, au moment du coup d'État, nous sommes rentrés dans une période de trêve sociale. Vraiment, de façon tacite, on s'est tous dit que il fallait laisser aux nouvelles autorités le temps de s'installer, le temps de régler certains problèmes, mais vraiment, notre part de sacrifice pour la nation aurait été ou devrait être une sorte de trêve sociale. Elle a été observée durant les 2 années. Il y a eu des améliorations sur certains points, certains points restent en suspens et alors il faut relancer. Une communication syndicale ne suppose pas automatiquement une grève. C'est aussi pour rappeler à la tutelle, à l'administration que nous sommes là, il y a des dossiers en suspens. Qu'est-ce que l'on fait? La rentrée arrive. Il y a, c'est vrai, cette communication, mais surtout, il y a d'un côté, je pense, un silence infécond de la tutelle qui aurait dû prendre les devants, inviter les uns et les autres à s'asseoir et à trouver des solutions. D'abord déjà pour rassurer tout le monde. Ce qui emmène cette communication syndicale, c'est l'incertitude dans laquelle chaque enseignant et chaque parent se trouve. Se retrouver, effectivement. Alors, un autre pan, on a parlé beaucoup de l'éducation nationale, les universités. Ça reste aussi un problème quand même entre les étudiants qui se plaignent du traitement des bourses et le fait qu'on n'ait toujours pas quand même amélioré les conditions d'apprentissage dans les universités publiques. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, 100 jours après l'accession à la magistrature suprême de notre président? L'université. Et c'est à peu près le même problème. C'est à peu près le même problème, c'est que d'un côté, il y a la population scolaire qui a augmenté et à côté, les infrastructures pour les accueillir n'ont pas véritablement bougé. Sauf que il y a aujourd'hui, en 2025, des nouvelles méthodes d'apprentissage pour permettre de désengorger ces universités classiques, donc en présentiel. Il y a l'école en ligne. L'université numérique du Gabon a justement été ouverte pour cela afin d'être une partie de solution au problème. Et si vous faites l'intérieur du pays, vous allez constater qu'il y a un peu partout la création, la construction de salles d'université, de salles de l'université numérique du Gabon, de plateaux, de salles, de halls, d'espaces numériques pouvant accueillir ces jeunes Gabonais de l'intérieur du pays qui sont inscrits à cette université. Ça va permettre de désengorger les universités classiques, mais ça ne résout pas forcément le problème. Il va falloir que les nouvelles autorités continuent de construire. On espère que les universités d'Oyem et de Mouila arriveront à leur terme afin de répondre de façon efficace à cette épineuse question. D'accord. Privat Bivegé? Oui, sur cette question
Parce que vous avez touché une question très sensible qui concerne les étudiants, par exemple la bourse. Effectivement, les étudiants sont aujourd'hui victimes d'un retard incessant de paiement de bourse. Peu importe l'établissement, même à l'étranger, parce qu'il ne faut pas se leurrer, même à l'étranger, ils ont du mal à rentrer en possession de leur bourse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la grande question que les étudiants, la communauté étudiante s'est posée cette question. On n'a jamais eu de réponse. Nous sommes allés, en tant que président de la mutuelle de l'école normale supérieure, nous avons fait un tour à la NBG pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Les questions, en fait, nos questions ne trouvent pas toujours satisfaction, c'est-à-dire des réponses ne sont pas concrètes. Et il y a des établissements tels que l'Université Omar Bongo, mais là-bas c'est compliqué. Et ils ont fait 5 mois de retard de bourse. 5 mois sans percevoir leur bourse. Ils ont même encore, l'ANBG doit encore les aérer à l'UOB. Par exemple, les doctorants attendent toujours le retour de leur bourse ou le paiement complet de leur bourse. Je ne sais pas si ça a commencé, mais ils sont toujours en attente de leur bourse. À l'UOB, par exemple, les autorités, pour désengorger les effectifs ou pour rendre efficiente la gestion des effectifs. Actuellement, il y a un bâtiment qui sort de terre, des bâtiments qui sortent de terre à l'UOB. Vous allez par exemple, il y a un bâtiment qui abritait l'Institut Confucius, et là-bas, net à côté, il y a des nouveaux bâtiments qui sortent de terre. Et je pense que c'est sous l'ère de la transition que ces travaux ont été lancés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, c'est déjà pratiquement 60% de réalisation, et c'est au crédit, à l'actif des plus hautes autorités. Donc, il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées, mais il y a des améliorations à proposer encore, parce que le pan éducationnel est un pan très important pour une société. Une jeunesse bien formée est une jeunesse rentable, est une jeunesse solvable pour l'État, parce que si on ne forme pas bien notre jeunesse, je pense que nous irons tout droit à la dérive. Les grandes puissances sont passées par là. Alors, vous disiez tout à l'heure, il y a des choses qui sont faites, mais il y a des améliorations. Ce qui nous amène justement à la deuxième partie de notre émission. On parlait de bilan, on va parler de perspectives. Selon vous, quelles priorités devraient être fixées pour améliorer justement l'accès aux bourses? Pour améliorer l'accès aux bourses, c'est simple. Premier aspect, il faut fixer une date butoir de paiement de bourse. C'est très important. Parce que le fonctionnaire, lorsqu'il il mène sa vie au quotidien, il sait que chaque 25, il va aller toucher son argent. Même si c'est après le 25, mais au moins ça va tomber le 25. Mais l'étudiant vit dans il est dans l'imprécision, l'incertitude totale. Il dit, j'espère qu'on va payer cette bourse à chaque fois. Il n'est pas certain. Alors, il faut commencer par fixer une date. Il faudrait que l'État, dès la loi de finances, puisse déjà penser, je sais que l'État le fait, mais je ne sais pas ce qui se passe dans le circuit de paiement des bourses. La loi de finances doit prévoir le montant total des bourses des étudiants gabonais, qui sont non seulement sur le territoire national, mais qui sont aussi à l'étranger. Je pense que ça va quand même essayer d'apporter des solutions. Normalement, c'est déjà budgétisé. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait au pif chaque fin du mois, une comptabilité. C'est budgétisé annuellement. On sait que la bourse au Gabon coûte tant. C'est géré pour l'année 2025-2026, par exemple. Et que à ce niveau, chaque 10, normalement, chaque étudiant devrait passer. C'est des trucs qui existent. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Là, peut-être on devra essayer de nous rapprocher des autorités compétentes. Voilà ceux qui sont au fait de l'actualité pour nous dire qu'est-ce qui bloque. Et peut-être ici, on pourra avoir des solutions ou des propositions d'amélioration. Parce que l'un des problèmes a quand même été toujours le silence
On a l'impression qu'au Gabon, les administrations ont du mal à communiquer. Ou c'est même interdit de communiquer. Or, s'il y a des communications publiques, il y a des gens qui peuvent avoir peut-être des éclairages là-dessus. Alors, un autre aspect aujourd'hui, comment, selon vous, est-ce qu'on peut mieux motiver et fidéliser les enseignants afin d'éviter justement les grèves récurrentes? Parce que c'est l'un des points. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je le disais tout à l'heure, les parents ont certainement, c'est normal, on l'a dit, qu'on soit en état de droit et qu'il y ait des mouvements syndicaux. Mais pour le parent, on ne veut pas revenir à cette période quand même où sur 9 mois de cours, on apprenait 4 mois, 5 mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, selon vous, devrait faire, Daniel? Déjà, penser à remettre l'enseignant au centre de l'éducation. Quand je le dis, c'est vraiment profond. Penser à remettre l'enseignant au centre de l'éducation, ce qui revient à dire que son bien-être doit être pris en compte. Aucun travailleur ne peut être épanoui, heureux à son lieu de travail. Personne ne peut faire personne ne peut bien travailler s'il n'est pas épanoui. Il ne faut pas que la fonction enseignante devienne une plaie, une malédiction. Donc déjà, commencer par régulariser les situations administratives. Vous savez, un enseignant, en moyenne, c'est un bac plus 3. Et un bac plus 3, après 10-15 ans de service, est moins payé que quelqu'un qui est, par exemple, rentré à l'armée, sans vouloir faire offense à ce corps ou à cette profession, à l'armée. Quelqu'un qui a bac plus 3 après 10-15 ans de service est moins bien payé qu'un militaire, par exemple, qui est rentré au même moment que lui avec un niveau BPC. Donc, il y a à ce niveau une injustice et il va vraiment falloir que les autorités se penchent là-dessus. Essayer de ramener l'enseignant au centre de l'éducation, penser à son bien-être, à son épanouissement et surtout à ses conditions de travail. Un enseignant heureux est un enseignant qui voit ses élèves grandir. Au nombre des conditions de travail, il y a les effectifs pléthoriques. Il faut essayer de désengorger tout ça. Il y a des classes dans ce Gabon à 90, 100 élèves. Ce n'est pas possible d'être épanoui quand on travaille dans de telles conditions. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux, revenir à l'école. Et donc remettre l'enseignant au cœur de tout ça, penser à son épanouissement, la régularisation de sa situation administrative, le paiement de son rappel aussi, c'est très important. Ça, c'est comme ça une piqûre de rappel. Et surtout à côté, penser aux conditions de travail. Donc, même des latrines. Il y a des établissements dans ce pays dont la salle de prof ne dispose pas de toilettes propres. Il n'y a pas de Wi-Fi. Les conditions de travail, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un ensemble de choses que tout le monde sait et que personne ne semble vouloir régler. Donc, nous espérons vraiment, on est vraiment dans la République de l'espoir. Nous espérons que chacun à son niveau fera ce qu'il faut pour que nous ne retombions pas dans des années interrompues par des mouvements de grève incessants. Mais pour cela, il faut vraiment que les points essentiels du bien-être, du bonheur de l'enseignant, de la profession d'enseignant soient traités. D'accord. Alors, Priva Bivegé, l'un des points, je vais aller sur un autre point, l'un des points qu'on reproche souvent à l'université gabonaise, c'est être un centre de formation des chômeurs. Alors, l'offre proposée, l'offre de formation est aujourd'hui quand même en déphasage avec la demande du marché de l'emploi. Est-ce que vous aurez des propositions quand même sur ce point pour permettre à l'université gabonaise de justement être ou d'arrêter d'être ce centre de formation de futurs chômeurs, parce qu'on a des gens qui sortent avec des licences et des masters, mais des diplômes dont on n'a quasiment pas besoin en entreprise. Quelles sont vos propositions là-dessus? Avant de formuler les propositions, j'aimerais revenir sur les fondamentaux. En réalité, lorsqu'on crée, par exemple, à l'Université Omar Bongo, que je maîtrise quand même, il y a des parcours professionnalisants, autant pour moi. Et ces parcours permettent en réalité que l'étudiant qui sort de ce cursus puisse trouver un emploi. Sauf que la réalité est tout autre. Sur le terrain, lorsque vous dites j'ai un master pro, l'autre une licence professionnelle, mais vous vous retrouvez encore au même niveau
de difficultés que celui qui a fait le domaine, c'est-à-dire la recherche. Alors que c'est là où l'État doit d'abord commencer par régulariser, régler ces soucis d'adéquation entre ce pan professionnel et les attentes de l'État. C'est d'abord le premier aspect. Maintenant, je pense qu'il faut une réforme de l'éducation. La réforme de l'éducation, effectivement, vous l'avez dit, les offres de formation ne sont plus d'actualité. Effectivement. Mettre plus de moyens, je souhaiterais que l'État mette plus de moyens pour la formation professionnelle. Plus de moyens, pourquoi? Car c'est cette formation qui permet de transformer les structures de base d'un État. La formation professionnelle, technique, technologique, permet de transformer les structures de base d'un État. Maintenant, les formations intellectualistes, ce sont des formations des chercheurs en réalité, des enseignants, des chercheurs. En réalité, on doit réserver ce pan-là pour la recherche uniquement. Oui. Maintenant, l'autre pan professionnel doit être un pan de construction, de transformation de l'image, du paysage de notre pays. Il faut que l'État mette plus de moyens. Je crois que le problème ne se situe pas forcément au niveau de ce type de formation, mais c'est maintenant aussi dans l'offre de formation. Et on a des licences ou des masters professionnels en philosophie, en psychologie, en ceci, qui sont plutôt des masters où après l'étudiant cherche ensuite comment il fait pour s'intégrer dans le marché de l'emploi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parvenir à un problème? Il y a des assises de l'éducation nationale qui sont faites. Est-ce qu'on ne va pas ajouter des métiers un peu plus techniques? Oui. Parce qu'on l'a vu que notre pays aujourd'hui a quand même une tendance à des besoins plus ou moins techniques que des métiers, où on va dire des sciences humaines. Oui, effectivement, il faudrait que l'État, par rapport à... Bon, il y a eu des assises, plusieurs assises, des États généraux de l'éducation. Mais le souci, je pense, pour ma part, que vraiment les plus hautes autorités actuelles vont prendre en compte les réformes que les chercheurs et les spécialistes mettent en place. Parce qu'il y a trop d'entreposage de réformes. Trop de réformes. Mais ces réformes ne sont pas prises en compte. On a proposé plusieurs choses, les enseignants ont proposé plusieurs choses, les inspecteurs l'ont fait, les spécialistes du domaine de l'éducation l'ont fait, mais ce n'est pas souvent pris en compte. Il faut mettre en adéquation l'offre de formation et les attentes de l'État. Par exemple, aujourd'hui, l'État est en construction. On a besoin de plus d'ingénieurs, on a besoin de plus de techniciens supérieurs. Voici les domaines dans lesquels l'État doit d'abord miser parce que nous sommes en plein essor. Et cet essor-là, pour que cet essor arrive vers la félicité, je pense qu'il faut miser sur le domaine professionnel, technique et technologique. Oui, Daniel. Il y a vraiment pour essayer d'apporter une réponse à cette question, il y a dans notre pays un préjugé qui voudrait que formation professionnelle et sciences humaines ne pourraient pas faire route ensemble. À l'époque, j'étais étudiant et l'ancien Premier ministre, M. Julien Korb-Kalé, estimait qu'il y avait des étudiants qui choisissaient le chômage du fait de la formation qu'ils avaient choisie à l'UOB, anthropologue, sociologue, philosophe, etc. Et récemment, pendant la période de transition, le ministre du Travail de la Transition, son nom m'échappe, oui, avait clairement dit, il ne faut pas que les enfants fassent ceci, il ne faut pas que les enfants fassent cela. Mais le développement d'une société ne se pense pas qu'à l'aune des infrastructures. Ce n'est pas le technicien, le professionnel qui viendra parler de la délinquance juvénile. Non, il y a des questions qui vont demander l'apport d'hommes de lettres, d'apport de spécialistes des sciences humaines. Il ne faut pas que l'on s'enferme dans le technique pour le technique en omettant que le développement est aussi psychologique. On a besoin de toutes ces personnes-là. Mais la réalité, aujourd'hui, le problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi, c'est qu'il y a eu pendant une très longue période dans notre pays, déjà le gel des recrutements à la fonction publique. Cette mesure a participé à faire grandir le chômage. Ensuite, le secteur privé, qui aurait dû être le contrepoids après cette mesure-là, a été en réalité laissé à lui-même.
il n'y a pas eu de texte pour imposer ou pour réguler l'emploi, les recrutements dans ces entreprises privées-là, dans ces entreprises privées. Et nous avons assisté pendant un très long moment à une très faible création d'emplois. Mais tout simplement parce que d'un côté, l'État, qui est au niveau du Gabon le plus grand employeur, le plus grand des employeurs, qui avait gelé ses recrutements, et de l'autre, il y avait le secteur privé qui était devenu une sorte de... C'était vraiment... Chacun faisait comme il veut. Chacun fait comme il veut. C'est la cour du Rapeto. Je peux être une entreprise à 10 milliards de chiffre d'affaires, mais n'avoir que 5 employés. Alors qu'à ce niveau, il fallait qu'il y ait des textes qui imposent, en fonction du capital, du chiffre d'affaires, des bénéfices, de recruter un certain nombre de Gabonais. Donc le problème ici n'est pas une question de formation ou de diplôme. Le problème ici, ce sont les textes. Est-ce qu'il y a des textes qui permettent la création d'emplois, d'une part par l'État et de l'autre par les entreprises privées. Il ne faut pas comme ça penser que parce que quelqu'un a choisi la sociologie, il choisit le chômage. Ce n'est pas possible. Tout le monde n'est pas disposé, et surtout tout le monde, en tant qu'enseignant, je le dis, tout le monde n'est pas apte à faire les sciences. Tout le monde n'est pas apte au parcours professionnel. Et donc, ces gens-là, il va falloir que l'on trouve des solutions pour eux. D'accord. Alors, comme dernière question, c'est la même qui sera posée à vous deux, celle de savoir, selon vous, quel changement concret et direct aimeriez-vous constater pour dire que l'école gabonaise prend enfin un nouveau cap? On commence avec Daniel. Un changement concret et direct, déjà, ma situation financière. Déjà, que la régularisation des situations administratives soit effective afin qu'il y ait véritablement et suivi de l'effet solde, afin qu'il y ait chez tous les enseignants du Gabon cette possibilité de souffler, d'être épanoui, de se projeter. À côté, l'amélioration des conditions de travail, la construction des infrastructures. Quand on dit construction des infrastructures, c'est vraiment construire des infrastructures, pas transformer des lycées, pas transformer des écoles primaires en CS, puis en lycée, comme c'est le cas actuellement avec le CS de l'N7B, mais vraiment que l'on investisse dans l'éducation, que l'on pense qu'il est important de contextualiser l'école, que l'école gabonaise ressemble à notre société. En gros, c'est cela. Épanouissement de l'enseignant, amélioration des conditions de travail et surtout contextualisation des savoirs. Ça ne sert à rien d'avoir autant de mémoire à l'ENS qui traite de ces questions-là et de ne pas pouvoir les utiliser. Ce serait quand même méchant pour notre jeunesse. D'accord. Priva Bivege? Ok, que dire de plus? Le collègue, il a fait le tour de la question. Et ce que je peux aussi ajouter, c'est juste que la procédure administrative doit être diligente et prompte. On constate qu'il y a trop de lenteur administrative. Le transit des dossiers d'une administration à une autre, d'un service à un autre, ça prend trop de temps au Gabon. Il y a trop de protocoles administratifs, vraiment, que je trouve inutiles. Il faudrait que la procédure administrative soit diligente, prompte, et si on arrive à la promptitude administrative, nous allons parvenir au reclassement, à la régularisation de la situation administrative et financière du corps enseignant, à l'amélioration des conditions de vie des enseignants et des élèves, parce que des élèves vivent dans vraiment des établissements où règne l'insécurité. Pas possible. Il faudrait mettre de la sécurité au sein des établissements publics. Parce que sans sécurité, point de compétence, point d'envie d'apprendre. Je vous remercie. Alors, merci à vous d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. On espère pouvoir vous retrouver pour d'autres sujets dans les prochains jours. Oui. 100 jours pour l'école, un nouveau cap ou les mêmes défis, c'est le thème que nous avons abordé aujourd'hui avec nos invités, Priva Bivege Bi Ngeng et Daniel Akuma.
Merci de nous avoir suivis. Vos avis nous intéressent, donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire, liker, abonnez-vous et partagez bien sûr le lien. On se dit à très bientôt sur Proximité Web TV. Bonne journée à vous.